continent qu'est l'Afrique aille de l'avant. Les mécanismes de transformation des matières premières à Dakar, à Yaoundé, à l'Écosse, tout cela est possible. Enraciner les mathématiques, les sciences de développement, les sciences pour soigner nos populations, tout cela est possible. Et c'est ce qui a toujours motivé Sima. Et là, comme disait Houphouët-Boigny, tout est dans le savoir si les Africains allient les savoirs d'hier et ceux d'aujourd'hui. Nous comptons sur la force de proposition, la qualité des rapports humains. Parce qu'à toutes les violences que nous voyons en Afrique, il faut un nouvel humanisme. Les Africains avaient l'habitude de vivre ensemble. Aujourd'hui, ils s'entretuent. Notre rôle, c'est de prévenir avec Sima, dire aux Africains, acceptez-vous les uns les autres, sachez travailler avec lui la haute technologie. Donc, je vous fais un frère, M. Diak. Merci beaucoup. En Afrique, les doyens d'abord. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous accueillir ici à Paris. Le président Sidi Abdallah-Sy du Conseil international des managers africains vous souhaite la bienvenue. Il va le dire tout à l'heure lui-même. Nous sommes dans le contexte de la célébration des 30 ans du CIMA, qui va commencer maintenant et qui va durer toute l'année prochaine, Inch'Allah. Et aujourd'hui, nous avons des thèmes très importants que nous allons essayer de discuter, puisqu'il ne s'agit pas ici de faire des cours ex cathedra, d'asséner des vérités. Non, on privilégie le débat et les discussions. Et tout à l'heure, divers panélistes vont venir se succéder au micro, et vous aussi, vous êtes invités à participer activement au débat. Ce débat, il va s'articuler autour de questions essentielles qui touchent à la croissance en Afrique. Alors, si vous lisez, disons, les intellectuels économistes français notamment, Nicolas Bavresse, qui vient de sortir un livre qui s'appelle « Danse sur un volcan », ou bien Jacques Attali, ou bien la presse française spécialisée, que ce soit Le Point, l'Express, etc., Le Monde. Il y a un accord maintenant qui est un consensus qui s'est dégagé, comme quoi que l'Afrique est en train, en tout cas globalement, de s'émanciper économiquement, de se développer entre guillemets. Il y a des pays qui sont en flèche, comme la Côte d'Ivoire, qui flirte avec les 10% de taux de croissance, l'Éthiopie, la Tanzanie, et beaucoup d'autres pays, le Sénégal, pour la zone CFA, qui vient après la Côte d'Ivoire. Et donc les taux de croissance sont là. Bon, il y a l'envers du décor, disons des pays pétroliers qui sont en reflux, comme le Nigeria, qui est en récession, qui avait conquis la première place économique il n'y a pas longtemps devant l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui est en difficulté. Des pays pétroliers comme l'Angola qui est un peu en difficulté, la Guinée équatoriale, le Gabon. Tous les pays pétroliers liés à la chute du prix du pétrole. Mais pensons que ces reflux-là ne sont que conjoncturels. La tendance globale, c'est que l'Afrique est en train de, comme jamais auparavant dans son histoire, en train de conquérir, disons, le développement. Mais le développement, c'est une notion dont le professeur Lamine Sadia, qui est ici tout à l'heure, va parler. Ce sera le premier intervenant. Ce que moi je peux ajouter très simplement, c'est que taux de croissance ne signifie pas développement. Ça, c'est au niveau de la réflexion, disons, philosophique. On peut avoir un taux de croissance très élevé, mais ça ne se traduit pas nécessairement par un développement. Si on entend par développement, un développement endogène, un développement partagé par la majorité de la population. En tout cas, la plus grande majorité, parce qu'il n'y a évidemment aucun développement partagé par l'ensemble de la population. Même les pays développés, vous êtes ici en France, nous sommes ici en France, si nous allons dans certaines banlieues,
on voit que le développement n'est pas arrivé dans ces localités-là. Malheureusement, il en est de même aux États-Unis, comme dans tous les pays de la planète. Il y a des couches très très paupérisées, et c'est un peu l'envers du décor. Mais peut-être aussi que le développement charrie ce type de réalité. Il y a peut-être des pays plus équilibrés, qui sont les pays, l'exemple qui vient à l'esprit, ce sont les pays du nord de l'Europe, qui sont beaucoup plus équilibrés. Le développement est assez maîtrisé, on n'a pas des écarts comme aux États-Unis d'inégalité, mais qui sont extrêmes, lesquels d'ailleurs expliquent un peu le succès de gens comme, succès paradoxal d'ailleurs, de gens comme Donald Trump, qui sont le produit même de ce système déréglé, puisque c'est véritablement un milliardaire qui a profité de cette situation, et qui, et malheureusement, devient le champion des gens qui en sont les victimes, qui sont cette majorité blanche, peu éduquée. Et oui, ça existe, les Africains ne croient pas trop à ça, qu'il y ait des blancs qui ne sont pas éduqués. Il existe des blancs qui ne sont pas éduqués, il y en a beaucoup aux États-Unis, un peu éduqués en tout cas, et qui, même si Trump les insulte de père et de mère, comme les femmes blanches de cette majorité américaine, ils sont majoritaires, ils ont quand même voté pour lui. Et c'est extraordinaire, mais c'est comme ça. Alors, il faut réfléchir peut-être aux raisons qui ont amené à cela. Et tout cela fait que le monde est très complexe aujourd'hui et que l'Afrique doit se développer dans ce monde-là et pas dans un autre. Voilà, je vais m'en aller un peu philosophique, en tout cas de réflexion que je vous laisse. Et donc, je vais passer la parole au président Sidi Abdelhassi, qui est donc le président du Conseil international des managers africains, qui va vous lui-même donc adresser son mot de bienvenue. Je vous remercie. C'est avec plaisir que je m'adresse ce matin à cette auguste assistance pour leur souhaiter d'abord la bienvenue. Je profite de l'occasion pour souhaiter la bienvenue d'abord à ces jeunes managers que nous aurons l'occasion durant toute cette journée d'entendre et de voir demain, lors de la soirée de gala. Parce que, comme vous le savez, le CIMA est placé sous les auspices d'une jeunesse africaine entreprenante et gagnante. Il y a quelques mois, ici même, nous avions mis à l'honneur les talents africains originaires de divers pays qui font l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Mais permettez-moi tout d'abord d'adresser mes chaleureux remerciements aux managers qui sont courageux, qui sont venus tout à l'heure, et certains vont nous rejoindre. M. Louis Camara, M. Germain Olo, M. Agno, M. Amadou Diallo, M. Mamadou Diko et tant d'autres qui sont présents dans cette salle. Honorables invités, c'est en 1986, à Yaoundé, que fut créé le Club des managers africains. Tant d'événements ont marqué ce club et la plupart des pères fondateurs de cette structure ne sont plus de ce monde. C'étaient des hommes qui étaient animés par une foi inébranlable pour la coopération sud-sud à l'époque. J'ai en face de moi mes amis maliens. Ils savent que le pionnier, le premier industriel malien, c'était Mamadou Sada Diallo. Je fais partie des membres fondateurs de ce club de managers africains, rejoint quelques années plus tard par Feu Daraman Amélie Touré, la vision du développement. Nous avons eu l'occasion, sous leur conseil sage, de voir dans leur vision d'une Afrique forte, d'une Afrique qui doit gagner. Je dis souvent à nos amis, rappelez-vous cette époque, 1985-86, c'était les années d'ajustement structurel. 5 ans après, au début des années 90, on parlait de sida et il y a eu pour la plupart des... Ces années terribles, des hommes ont compris qu'il fallait se battre. À ces hommes,
comme le Togolais John de Kofi, membre fondateur de ce club, qui a créé Askai. Et comme je l'ai dit souvent, c'est sous les initiatives Conan Lambert, John de Kofi, Bemba Saolona et le fonds de la CEDEAO que le CIMA a initié, EcoBank à l'époque. Le président Issa Diop du Sénégal et tant d'autres personnes qui sont plus sur tout. Beaucoup d'initiatives ont été faites à l'époque de l'expérience de la suite. Un thème, à savoir développer le secteur privé africain. C'est vous dire, chers invités, que le combat que le Club des managers africains mène depuis 1986, c'est un combat très long. Très très long. Et nous voulons résister ce combat dans la plupart des capitales francophones africaines où nous avons eu à nous réunir. Pour la petite histoire, il fallait que les jeunes d'Afrique, que les managers d'Afrique se regroupent. La Côte d'Ivoire à l'époque était convaincue que malgré la création de l'OUA auquel ils ne croyaient plus, et des hommes qui étaient proches de lui, moi, on dit qu'il faut quand même que nous fassions quelque chose qui doit vivre des générations. C'est le chemin, mais les résultats sont là, devant. Chers invités, vous qui êtes là présents, je ne fais que transmettre le message qui a été véhiculé depuis de très longues années. C'est la raison pour laquelle nous misons actuellement beaucoup sur la jeunesse africaine. Nous misons beaucoup sur la jeunesse africaine parce que ce ne sera à la nouvelle économie qui font le monde, qui fait le monde d'aujourd'hui. Honorables invités, nous aurons l'occasion durant la journée d'aujourd'hui d'aborder nombre de questions. Vous avez en face de vous le professeur Lamine Sagna de l'Université de Princeton qui pourrait saluer dans cette salle aussi un exemple d'honneur représenté ici par M. Luc Camara de la Guinée-Conakry, qui s'est investi dans le secteur pointu, qui est le secteur pétrolier, et qui veut donc relever un défi noble. Donc à travers son exemple, c'est l'exemple de toute une cher M. Diallo, et qui gérait le Fonds de solidarité africain. On peut dire qu'il est connu comme il n'est pas beaucoup connu. Vous pouvez aussi, à travers chez vous les aider à grandir et à prospérer dans le cadre d'une intégration. Honorables invités, chacun d'entre vous, ici présent, est un homme à succès. J'ai en mémoire une conversation téléphonique que j'ai eue il y a quelques jours, ici à Paris. Nous avons échangé. Il m'a fait part de ses sentiments et ma réponse a été de lui dire merci, qui croyons à la difficulté, aux difficultés. Parce que nous portons un message. Et quand vous portez un message, vous êtes peut-être incompris. Et comme je le disais toujours à chacune de nos manifestations, il faudrait que nous reparlions. C'est ici sur nous, parce que je le dis souvent, ici, je parle sous témoignage de notre doyen, Lassina Camara, M. Dia, nombre d'hommes d'État
qui au départ n'étaient que de simples directeurs généraux ou de simples conseillers, sont issus de ce club des managers africains. Mais nous nous sommes dit simplement qu'il faudrait que les fondements soient solides pour que, lorsque nous fêterons le trentenaire du ciment, dans la totalité des pays francophones, qu'on puisse dire « Ah, on les avait oubliés, mais c'est eux ». Je peux, jusqu'en fin de journée, vous développer un an dans n'importe quel pays ici présent, que ce soit le Togo, le Mali, la Guinée-Conakry et tant d'autres. Il n'y a pas un pays où nous n'avons pas été reçus par le chef d'État ou même où nous n'avons pas organisé une grande manifestation économique. Mais comme l'Afrique est un continent de 52 États ou plus, et comme il faut quand même, comme je dis souvent, créer les fondements pour que nous puissions faire quelque chose pour que nous puissions solidifier notre combat, quand on reste un long moment sans venir dans un pays, on oublie que le ciment existait. Et je réponds, j'ai dit souvent, en 1990, nous avions organisé un grand déjeuner à Lomé, qui avait tous les membres du gouvernement togolais à l'époque, qui est le président Smbéry Alima, puis à son âme, et l'un des membres fondateurs du club, M. Baba Moussa, qui était président de la BOAD, le second président, après M. Claver de Damiba. Nous avions nous aussi osé, à l'époque on parlait d'oser, oser pour une Afrique nouvelle. Nous avions osé faire un événement de ce genre, et le lendemain, nous retrouver à Abidjan, à Côte d'Ivoire, pour l'un des premiers grands galas des managers africains. Chers amis, les images nous les passeront. Tout ce que la Côte d'Ivoire comptait, comment le gouvernement était présent, et là, c'était présidé par le ministre d'État Kamil Adjari. Ici, dans cette salle même, le doyen Georges Weignet a rappelé ça il y a quelques années, pour dire que c'est moi, c'est lui-même qui présidait le protocole d'État à cette époque. Que dire du Mali avec le président Alpha Marco Tokonare? L'actuel président, avec tout le respect dû à ce grand homme, nous avons soutenu. Et je dois vous dire que l'un des membres même de ce club des managers africains, qui n'a manqué peut-être que 5 ou 10 rencontres, c'est le ministre, secrétaire général à présent, M. Menga. C'est vous dire que nous avons, au sein du club des managers africains, des hommes de valeur. Et nous voulons regrouper toute cette crème d'hommes politiques, économiques, culturels, ceux qui ont traversé toutes les épreuves, et ces jeunes qui doivent booster l'Afrique présentement et de demain. Parce que moi qui vous parle, je commence aussi à prendre de l'âge, et des fois je m'interroge même sur comment passer ce relais. Organiser 2 grandes manifestations ici en France et en Afrique, c'est extrêmement difficile. Mais comme disait le président Diouf, qui a été notre premier soutien, dur est le chemin. Mais je crois que nous ne devons pas baisser les bras. Honorables invités, si j'ai décidé de parler, mais de parler peu aujourd'hui, parce que j'aurai l'occasion de parler durant les 30 ans, non seulement je parlerai, mais les documents visuels, les documents écrits témoigneront de tout ça. Et je parlerai pour quand même faire passer ce message, le message des hommes qui ne sont plus de ce monde,
Nous, en Afrique, on croit à beaucoup de choses. Nous croyons à une main invisible, mais nous croyons aussi à l'effort et au travail. Ce sont notre leitmotiv. Mais aussi l'abnégation, mais aussi cette volonté ferme, farouche, quoi qu'il advienne, de laisser une trace. Quand à Yaoundé, on avait organisé notre important gala des managers au Cameroun, l'ambassadeur me rappelait hier, M. Moulou, qui sera avec nous de demain, il me disait que lui-même n'était qu'un fonctionnaire du ministère des Finances à l'époque. Il me dit, mais je ne comprends pas quel secret vous avez pour continuer, pouvoir maintenir ce club qui, avec les Robert Messi à l'époque, et tant d'autres, avec les Pierre Tchanké, les chambres de commerce, les James Biono, les Gagonga Kopivele, vous êtes toujours là. Tu dis, certes, nous sommes une mémoire vivante, mais moi, je crois qu'à travers moi, ce n'est qu'un reflet de l'Afrique. D'une Afrique forte, d'une Afrique sereine, d'une Afrique ambitieuse, mais d'une Afrique qui regarde aussi de devant. Tantôt je disais, nous sommes dans le monde de la nouvelle économie. Et dans ce monde, je compte sur vous, chers managers. Je compte sur vous, honorables invités, pour que ce que vous entendez ici, ce que vous entendrons demain lors de la grande soirée de Bala, parce qu'on verra vos expériences, il faudra donc que vous soyez notre messager. Notre messager dans vos entreprises. Notre messager vis-à-vis des personnes qui sont autour de vous. Nos ambassadeurs. Vous êtes maintenant les ambassadeurs du Conseil international des managers africains. Vive tous les managers africains. Vive ces bonnes dames qui sont là ce matin avec nous. Vive la jeunesse africaine forte et ambitieuse. Je vous remercie. L'une de nos fiertés, il a été pendant très longtemps directeur du Centre des études africaines de l'Université de Princeton. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Université de Princeton, je pense qu'il y a seulement une présentation. C'est l'université où Einstein lui-même enseignait. Donc jusqu'à ça, je pense que ça suffit comme présentation. Et donc c'est une immense fierté qu'un Africain ait aussi eu, à un moment donné, aux États-Unis, à travailler là-bas. C'est une bonne chose qu'il ait aussi compris qu'il devait revenir à l'Afrique. Maintenant, il partage son temps à enseigner en France. L'universitaire n'est pas aussi loin qu'on le pense de la réalité du terrain et du management en général. D'ailleurs, par exemple, sur les fonds de pension, si vous faites des recherches Internet, vous verrez que j'ai écrit un article avec un spécialiste des fonds d'investissement sur les fonds de pension à Huffington Post en 2013, je crois. Et donc, c'est pas aussi loin. Je vais y venir. Je voulais juste dire que, de façon intuitive ou je ne sais pas réelle, en tout cas, M. Dia a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a confirmé ce qui est l'économie, c'est-à-dire d'abord une philosophie morale. C'est ça la base de l'économie. C'est d'abord une philosophie morale. C'est comme ça qu'Adam Smith le voyait. Et là, ensuite, au XXe siècle, notamment à la fin du XXe siècle, on a essayé de soutirer comme une science, mais bon, ça, c'est autre chose. Mais c'est une philosophie morale, et donc l'importance qu'il avait fait de donner la parole par rapport à la philosophie morale africaine au doyen, donc M. Diallo, pour qu'il vienne présenter les choses. Je pense que c'est important à le signaler pour comprendre en fait ce qu'est le développement. François Pérou nous explique que le développement est une croissance soutenue de long terme, mais qui s'accompagne de changements de structure mentale et sociale. Enfin, dans le bon sens, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui se donne à voir en Afrique? Depuis les indépendances, notamment à partir des années 2000, on voit effectivement une croissance soutenue que la France a eu du mal à détecter par rapport aux Américains. Par exemple, moi, en 2005, j'ai enseigné les filles des gens les plus riches des États-Unis, comme Ford, Forbes, etc. Ils prenaient tous les cours d'études africaines.
Et je leur demandais pourquoi vous prenez des cours d'études africaines. Ils me disaient toujours que leurs parents leur ont dit que l'Afrique est le nouvel Eldorado. Et quand je venais en vacances en France, mes amis français croyaient que c'était pour l'Afrique est toujours derrière. C'est pour cela que vous remarquerez, de 2000 à 2015, je crois, alors que les échanges entre l'Afrique et le reste du monde ont été multipliés par 20, il a été multiplié que par 2 par rapport à la France. Donc la France est en retard à contre-temps. Le contre-temps, je le dis, puisque c'est le thème sur lequel je travaille en ce moment, pour comprendre donc c'est quoi la réalité africaine et pour saisir en tout cas ce que nous voulons exprimer dans nos pratiques économiques. Pourquoi le contre-temps est aussi important? Parce que par exemple, on voit un développement des tontines alors que les tontines sont à contre-temps de la logique financière, puisque la logique financière, le temps c'est de l'argent. Et les tontines, on reçoit les mêmes sommes d'argent, quel que soit le temps où on le prend. Donc c'est à contre-temps de la logique financière. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il faut comprendre les fondements culturels et sociaux pour penser l'économie. Le rapport au temps, c'est fondamental, tout est fondé là-dessus. L'économie, c'est le rapport au temps. Pour être bref, la finance en tout cas. Et on voit que ces populations africaines, le rapport au temps est un autre type de rapport, donc, qui consiste à associer les uns et les autres. C'est pour cela qu'une croissance économique qui n'est pas inclusive ne peut pas être une croissance viable en Afrique. Effectivement, les croissances économiques dans les pays africains, on les a notées, elles sont de divers ordres, elles sont de toutes les natures, mais les croissances économiques qui sont les plus soutenables, c'est celles qui impliquent les populations. Je pense que M. Dia a bien raison de le souligner, y compris aux États-Unis, lorsqu'on laisse le capitalisme à être aussi fou, ça finit de produire que des Trump. Je pense qu'en Afrique, si on ne fait pas gaffe, on va produire aussi beaucoup de Trump. C'est dire que la responsabilité historique des entrepreneurs aussi, en tout cas de tous ceux qui œuvrent pour l'économie, c'est de tenir compte donc des variables sociales et de tenir compte des possibilités de solidarité entre les populations et ceux qui sont censés guider ces populations-là. En réalité, la question du leadership n'est pas qu'une question de l'initiative économique, c'est aussi une question de connaissance des structures mentales, puisque c'est canaliser les énergies pour qu'on puisse développer des choses. Et je pense que, en tout cas moi je le fais à mon côté, je sais que quand j'étais à Princeton, le système américain me le permet, j'ai amené un griot à faire un cours sur le leadership dans les populations wolof. C'est quoi qu'il faut. Et je sais que ça a eu beaucoup de succès puisque les étudiants ont demandé qu'ils fassent un séminaire. Il n'y a qu'aux États-Unis qu'on peut voir ça, un griot qui parle de l'anglais et tout, qui n'a jamais été à l'école, mais il pouvait enseigner le leadership africain. Donc c'est dire que les managers doivent s'inspirer des réalités sociales. J'ai essayé de partir sur tous les points, le temps, le leadership et tout ça, simplement pour dire que tous ces éléments, en réalité, se traduisent les uns dans les autres. On ne peut pas saisir l'économie, l'investissement dans un continent que la croissance, en tout cas le développement économique, en dehors du fait que l'État doit jouer à créer les conditions pour que ça marche, le développement économique doit tenir compte donc de plusieurs facteurs. En économie, ils appellent ça le push and le pull. Le push, c'est lorsque l'économie, par exemple, les investissements viennent de l'étranger, on essaie de faire, en tout cas l'État essaie d'inciter. Et le pull, c'est plutôt ce qu'on pourrait appeler de l'économie endogène, puisque ça part des populations elles-mêmes, pour pouvoir le produire. Il se trouve que l'un des problèmes fondamentaux des Africains, de nous tous, c'est le manque de confiance en nous-mêmes. Le manque de confiance en nous-mêmes, puisque tout le monde parle d'économie endogène aujourd'hui, alors que le plan de Lagos de 1977, c'était déjà bien élaboré et il est très actuel lorsqu'on s'y intéresse de près. Et par ailleurs, je veux dire, dans le cas de la mondialisation, mais ça c'est des... Voilà la recherche académique, comment il peut joindre le monde professionnel. Aujourd'hui, avec l'infiniment petit,
la question du virtuel, on sait que les Africains, on est à l'aise, parce que c'est notre structure mentale. Je veux dire, il n'est pas étonnant pour un Africain que les gens puissent communiquer à distance, et donc il n'est pas étonnant que le téléphone mobile ait aussi grand développement. Je veux dire, sur les bases anthropologiques qui font que ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, le téléphone, non seulement l'oralité, mais aussi même au niveau même de nos croyances, c'est quelque chose qui pouvait se développer. Je pourrais en discuter avec vous si vous voulez, mais c'est juste des pistes que je donne. Je veux dire, c'est les mêmes pistes. Récemment, j'ai fait un article pour une revue de philosophie où j'expliquais que avec la robotique, aujourd'hui, tout ce qu'on voit avec la robotique, les gens parlaient aux machines. Les masques africains ont de plus en plus un rôle important à jouer. Et ça leur a beaucoup intéressé, cette histoire des masques africains. C'est dire qu'aujourd'hui, dans la phase de la mondialisation, on se trouve dans un niveau où l'Afrique a tout à donner et toutes les possibilités sont là. Il suffit juste d'avoir confiance en soi. Bon, voilà en gros ce que je veux dire, pour ne pas être théorique encore. Je ne sais pas si j'ai répondu aux grandes questions que vous voulez que j'aborde, mais voilà ce que je pouvais dire. Peut-être signaler qu'il y a une géopolitique de l'économie africaine, c'est-à-dire que les spécialités de l'économie de pointe, par exemple en Tunisie, Afrique du Sud, une économie de l'intimité qu'on pourrait appeler de l'intimité, avec les produits de beauté, tout ça, au Nigeria, sans compter tout ce qui concerne comment ça s'appelle encore, entertainment, le divertissement, comme le film Nollywood. Bon, encore que toujours l'économie du divertissement, je fais très attention parce que c'est l'économie de la compassion, elle se développe toujours quand il y a la crise. Quand il y a la crise, les gens aiment bien danser et écouter la musique, faire la fête. Donc, elle peut être dangereuse aussi, comme être positive. Et puis, il y a une économie industrielle qui se développe, notamment à partir de l'Éthiopie, dans ces régions-là. Une économie agricole aussi, qui se développe avec le Kenya et tous ces pays. Voilà en gros quelques éléments de réflexion que je vous soumets. Merci de m'avoir écouté. Donc le but du jeu c'était ça, de soulever des questions et de vous donner la parole. Nous allons donc l'organiser. Tous ceux qui voudront prendre la parole vont s'inscrire et nous ouvrons donc un temps pour un débat. Voilà. Vous avez la parole. Je vais prendre la liste d'abord. Donc le professeur Trafford. Oui, Emmanuel Antoine, professeur Trafford, vous avez la parole. Est-ce que vous avez un micro? Oui. Pour moi, c'est plus facile pour ça. Oui. Je vais sortir appeler une contestante. De bien vouloir m'en excuser. Simplement pour saluer la tenue de ce forum qui arrive à point nommé, dans la mesure où je suis chargé de la revue officielle du sommet Afrique-France de Bamako, qui porte à la fois sur le partenariat, la paix et l'émergence. Donc effectivement, le sujet d'aujourd'hui est bien l'Afrique émergente, quelles sont les conditions d'assurer l'émergence de l'Afrique. Et notre ami, le professeur de Preston, a bien souligné quels étaient les enjeux. Alors que dans les années 80, l'émergence se réduisait à des questions strictement et uniquement économiques, aujourd'hui, il convient bien de prendre en compte l'ensemble des structures mentales et sociales, l'ensemble des manières de faire, de penser et d'agir. C'est un problème essentiel et fondamental. Pourquoi l'émergence? Essentiellement pour des raisons démographiques. 1 milliard aujourd'hui, 2 milliards en 2050. 65% des Africains ont moins de 25 ans. 1 sur 2 est une femme. L'émergence est favoriser et faciliter la possibilité d'expression et d'insertion économique, sociale, culturelle des jeunes et des femmes. C'est le facteur premier. Deuxième facteur, la croissance économique. Comme vous l'avez rappelé, la croissance économique, c'est 5% depuis 2000,
même si elle a connu une petite baisse au cours des années 2015 et de nouveau une petite baisse au cours des années 2016. Il convient de saluer les efforts de l'Afrique qui ont engagé en matière de gestion économique, en matière de réduction de la dette, en matière de réduction des déficits, des efforts extrêmement importants afin d'assainir leur économie. Troisième point, comme vient une nouvelle fois de le souligner le professeur, l'importance de la croissance inclusive et de la croissance durable. Aujourd'hui, les pays africains sont toujours les pays les plus pauvres. Aujourd'hui, la majorité des Africains vivent toujours avec moins de 1,25 $ par jour. Aujourd'hui, la pauvreté africaine constitue le fléau de la planète et du monde. Rien ne se fera sans inclure les énergies nouvelles, féminines, juvéniles, durables, qui puissent assurer le développement et l'avenir de l'Afrique. Et enfin, dernier élément que je souhaitais souligner, l'importance de la prise en compte de l'environnement. Comme vous l'avez dit, la COP21 s'est réunie à Paris au mois de décembre dernier. L'ensemble des pays se sont engagés à baisser de 2% d'ici un siècle la température de la planète. Les Africains doivent contribuer à cet effort. Les États développés et occidentaux s'efforcent de soutenir les Africains dans cette démarche, de faciliter le développement des énergies renouvelables, de faciliter le développement des énergies vertes, de faciliter le développement des énergies solaires, de faciliter... Je n'ai pas de questions parce que je partage totalement ce qui a été dit par les orateurs précédents. Merci, monsieur le professeur. Institut partenarial du développement durable pour l'Afrique. Je suis également développeur manager dans une revue qu'on appelle Presidency, qui justement parle de tout ce qui est développement durable. J'ai une analyse. Lorsque j'assiste aux conférences, on parle de développement et beaucoup plus de l'économie. J'ose croire qu'on peut se développer économiquement. Mais où mettons la partie, le pilier social avec sa valeur humaine? Où mettons la partie, le pilier environnemental avec sa valeur écologique? Donc, il faudrait que nous mettions en place un développement qui soit responsable, inclusif et pérenne. Ce qui veut dire qu'il serait mieux, ça c'est une idée que nous voulons mettre en place. Cela veut dire créer une taxe qu'on appellera la TVE, taxe sur la valeur étendue. Vous payez bien la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée de l'économie. Pourquoi n'aurons-nous pas une taxe sur la valeur humaine du social? Pourquoi n'aurait-on pas une taxe sur la valeur environnementale de l'écologie? Je pollue, vous polluez, il pollue, nous polluons tous. Nous avons d'ailleurs créé un 7e continent poubelle. Donc avec cette taxe, en Afrique, ce serait possible, au lieu qu'on soit en parlant de éco-taxe, de tout cela, on crée une seule taxe, qui est donc la TVE, qui englobe les trois. Ensuite, dans ce développement, notre cher ami vient de parler d'un développement inclusif. J'ose croire que quand on parle des ODD qui ont été fixés par l'ONU dernièrement, les objectifs du développement durable, on ne laissera personne sur le bas-côté. Comment l'Afrique peut-elle se développer si certains pays en Afrique utilisent encore la monnaie étrangère? On ne peut pas se développer avec une monnaie étrangère, économiquement. Et c'est un poids sur le dos des Africains.
J'aimerais également vous parler de cette revue qu'on appelle Présidency. Vous avez la revue là, et à l'extérieur, au niveau de l'accueil, chacun pourra se servir de deux de ces revues. Le président de Présidency n'a pas pu être là aujourd'hui parce qu'il reçoit un prix et il m'a demandé de lire ceci. Je vais vous demander de faire très vite parce que Très bien. vous êtes en train de sortir du... Oui, moi je pense que vous lirez votre message, vous passez la parole au prochain, hein, pour ne pas... Voilà, il faut rester dans le sujet. Voilà, vous avez très bien donc parlé du développement durable et inclusif. Bon, mais la question de la monnaie, c'est un autre sujet qui sera peut-être abordé tout à l'heure. Oui, mais ça fait partie du développement. On ne peut pas se développer si, effectivement, ça, c'est votre point. on a... Oui, mais justement. Vous savez qu'il y a des pays, par exemple, c'est une parenthèse, qui utilisent... Pour ceux qui ne me connaissent pas, auprès de Madame Marie-Laure Croisier, que je salue, qui est à ma gauche, et qui a eu la gentillesse. Avant de vous expliquer en 2 mots ce qu'est Underball à travers l'économie et le développement durable, très important et en Afrique, je tiens à préciser que je suis membre du Rotary International et je porte des actions au plus haut niveau pour l'Afrique. Et dans ce sens, je suis aussi présidente du Grand Prix Eiffel, ce qui m'a amené cette année à m'interroger sur cette société Underball qui a reçu le Grand Prix Léonard de Vinci. Donc cette société a ses couleurs également auprès de l'Afrique gagnante. Alors en précision, Underball est une société allemande qui a une structure française également et qui a pour mission sur le thème écologique de pouvoir rendre au pays des routes qui soient dans un domaine écologique fiable, durable, rapide, en termes de faisabilité, de durabilité et qui peuvent permettre à l'ensemble de ces pays qui ont parfois des terrains plus ou moins difficiles à travailler, une sérénité en termes de voirie, en termes de parking, en termes d'aménagement et en termes de structure sur l'ensemble des pôles industriels qui sont concernés par des implantations industrielles ou tout simplement des voies de recoupement pour un problème économique et de développement économique à travers les pays. Je tiens à vous préciser, messieurs et mesdames, que cette société Underball, aujourd'hui, est déjà présente très largement au Maroc, en Côte d'Ivoire, au Congo, au Nigeria, au Mali, en Éthiopie, en Tanzanie et au Mozambique. Aujourd'hui, si je suis ici, messieurs, c'est pour avoir la possibilité de mieux vous expliquer, quand j'en aurai la possibilité, puisqu'il faut laisser la parole aux autres, quel est le fondement même d'Underball à travers son process de fabrication pour les routes et tout ce qui est le revêtement au sol, et de pouvoir vous exprimer aussi quels sont les partages gagnants que nous pouvons avoir. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Fait également connaître cette grande structure, et ce qui est peu dommage. Car je ne suis pas manager au sens économique ou des affaires. Et j'ai beaucoup apprécié l'intervention de notre ami Lamine Sagnan, que je connaissais à travers Cheikh Hamidou Kane, Cheikh Anta Diop et Abdoulaye Wade, car il est très, je dirais, porté sur la réflexion, tout ce qui mène au développement de l'Afrique. C'est pourquoi j'étais agréablement surpris de le voir aujourd'hui. J'ai réagi car il a abordé une question qui est centrale. Oui, en Afrique, on travaille très peu. J'ai été très surpris car après plusieurs années d'enseigner à Paris, j'étais conseiller du président Wade, vice-conseiller. J'arrivais tous les matins au palais à 7h20. Et un jour, on m'a fait la réflexion que M. Wade, vous avez les horaires de militaires. 7h20, c'est très tôt. C'est les employés qui arrivent. Mais conseiller du président, 7h20, c'est très tôt. Un jour, notre patron m'appelle. Il me dit, M. Wade, mon patron doit arriver après les autres. Il doit être attendu et ne pas attendre. Je dis que, mais attends, en France, dans les pays développés, c'est l'inverse. Le patron doit arriver avant les autres. Car si on ne travaille pas, si vous prenez un pays comme le Sénégal, avec ce qu'il y a comme manifestation, ce qu'il y a comme manifestation religieuse, comme cérémonie, en moyenne, les employés, les fonctionnaires restent moins de 3 heures au bureau. Mais comment pouvons-nous développer un continent si
on ne travaille pas assez. Je me souviens en classe de terminale, dans la banlieue dakaroise, le professeur de philosophie, un matin, était très pessimiste sur l'avenir de l'Afrique. Moi également, jeune, d'être très audacieux, je lui ai dit, Monsieur Beau, à vous entendre parler, j'ai l'impression que le blanc a réussi sa mission, ça veut dire que nous, Africains, qu'on est incapables de développer. Mais avec le temps, après avoir côtoyé, fréquenté les décideurs, par moments, il y a des matins où on se réveille très, très, très pessimiste. Je pense que pour se développer, on le voit à Princeton ou à Sciences Po, lorsqu'on voit l'environnement, les conditions dans lesquelles, je dirais, les étudiants, les enseignants évoluent, par rapport à pays comme le Sénégal ou le Mali, où on parle d'émergence, on voit, je dirais, les conditions dans lesquelles évolue la jeunesse africaine. Un pays qui accorde très peu de place à l'enseignement, à l'éducation, à la santé, parfois je me dis, est-ce qu'on ne rêve pas ici? Oui, l'Afrique peut se développer, mais pour cela, il faut vraiment une révolution au niveau des mentalités. Et je pense que vos managers, il faut être beaucoup plus audacieux, car on fait beaucoup de théories, et ce dont l'Afrique a besoin, c'est de l'audace. Voilà ce que je voulais dire très rapidement, car pour citer toujours Cheikh Anta Diop, il dit que lorsqu'on écrit un livre, on fait une économie. Donc nous sommes là pour apprendre. J'ai beaucoup appris, je vous encourage, et surtout à mieux vulgariser votre structure. Car je pense que sans l'enseigner Camara, et pourtant on suit l'actualité, et j'ai été également très surpris, vu l'importance du thème, vu l'importance du rôle que vous jouez pour le développement de l'Afrique. Je trouve que la salle n'est pas très grande et la salle n'est pas très remplie. Je me dis, où sont les managers africains? Là aussi, donc peut-être qu'il serait beaucoup plus être votre porte-parole. Donc essayez de parler beaucoup plus de votre structure. Et je rappelle aussi que bon, je m'intéresse beaucoup, je dirais, à l'édition, au livre. Je suis directeur de collection qui s'intéresse à tout ce qui développe l'Afrique. Et pourquoi pas réfléchir, vous accompagner dans vos structures. On s'intéresse aux dirigeants politiques, mais je pense qu'à partir d'aujourd'hui, peut-être que je serai beaucoup plus, sans être manager, je serai beaucoup plus intéressé à ce que vous faites, car l'Afrique a besoin de l'économie. Les politiques africains, hélas, je ne suis pas politique, mais on parle beaucoup, on fait beaucoup de théories. Et pour se développer, place au travail, vous avez raison que le contretemps n'est pas vraiment économique. C'est ce qui m'a fait réagir, sinon j'allais écouter religieusement et sagement. Merci encore une fois au doyen Lanciné pour m'avoir donné la possibilité de rencontrer ceux qui feront l'Afrique de demain. Merci. Les grèves, les fameuses grèves d'Alain Juppé en 1995. Et donc je marchais pour aller, j'habite pas loin de l'ambassade, enfin je me suis débrouillé pour habiter pas loin, pour donc arriver tous les jours très tôt. Et j'arrivais donc à 8 h, dans l'ambassade, il n'y avait personne. Pendant un mois, je faisais ça, et à un moment donné, bon, je me suis dit, bon, les gens ils commencent ici quand même vers 11 h parce que beaucoup habitent très loin et il faut qu'ils arrivent. Donc il y a les gendarmes, ils prendront les premiers coups de fil, etc. Oui, c'est pas seulement au Sénégal, mais la même mentalité est exportée ou importée ici même à Paris. Et malheureusement, beaucoup d'ambassades africaines fonctionnent selon le temps africain, entre guillemets. Mais c'est pourquoi le CIMA mise ou parie sur les jeunes managers que vous allez voir nombreux demain et qui vont être primés. Ce sont ces jeunes-là qui vont porter le changement. Parce qu'à un moment donné, il faut bien que la révolution se fasse. Et de toutes les façons, la nature l'impose. Les vieux sont appelés à devenir de plus en plus vieux et à céder la place. Et que donc les jeunes qui, eux, ont été formés, pour la plupart, et bien formés, aussi bien en Afrique d'ailleurs qu'à l'extérieur, ces jeunes-là savent que la valeur temps, elle est ce qu'elle est. Là, tout à l'heure, vous parlez de la salle, vous allez voir, c'est le même problème de temps. Tout à l'heure, quand bon, ce sera midi ou 13 h, vous allez voir que beaucoup vont arriver à ce moment-là, pour d'autres raisons. Et c'est malheureusement aussi les habitudes qui sont prises, non seulement en Afrique, mais aussi ici, en Europe. Je pense que donc nous achevons le premier débat. Et le deuxième donc va être introduit par M. de Valicourt. Et le thème c'est donc stratégie pour une croissance soutenue, les territoires, une opportunité. M. de Valicourt, vous avez la parole. Dans quelques mois se tiendra à Lyon une conférence internationale pour l'Afrique.
je crois que tout le monde a conscience, c'est ce qu'a dit tout à l'heure le professeur, que l'Afrique est l'avenir de l'humanité. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Genre, ne pas l'accepter, ça serait contre nature et contre même l'intelligence humaine. En revanche, c'est que même si le continent africain est l'avenir de l'humanité et l'avenir donc du développement économique de beaucoup de pays, comment faire? Et qu'est-ce qui manque à l'Afrique pour y arriver? Je me suis amusé à regarder quelles étaient les grandes marques africaines, les 10 premières marques africaines. 7 sont d'Afrique du Sud et 3 du Nigeria. Sur un continent aussi grand, on se dit mais que font les autres? Ça va pas. Alors, d'ailleurs, quand on regarde la question de l'Afrique du Sud, 7 sur 10 de ces grandes marques sont de ce pays. On peut se dire, mais est-ce que finalement ce sont vraiment les Africains qui les ont développés, ou est-ce que ce sont ceux qui ont colonisé l'Afrique du Sud et qui ont, introduit un régime absolument terrifiant? C'est une vraie question. Je n'ai pas de réponse. Je pose cette question. Ce qui voudrait dire que peut-être dans ce cas-là, ce n'étaient pas les Africains d'Afrique du Sud qui étaient maîtres de leur destin, mais c'était ceux qui y sont venus. Ce constat m'a un peu effrayé. Et finalement, ça m'a effrayé parce que je me suis rendu compte qu'il y a un retard considérable sur la confiance en soi. Je ne sais plus tout à l'heure qui a dit qu'il fallait effectivement avoir confiance en soi, avoir de l'audace. Je crois que c'est vous, monsieur le chef de cabinet, qui l'avez évoqué. C'est indiscutable. S'il n'y a pas de confiance en soi, on ne peut pas faire grand-chose. La deuxième chose, c'est surtout d'arrêter de se comparer. Et puis arrêter de se comparer à l'Europe. Ça n'a pas de sens en tant que tel. Parce que ce ne sont pas les mêmes repères. Et je crois aussi qu'il y a une volonté de la jeunesse, notamment issue de la diaspora, de redécouvrir l'africanité. Et d'imaginer que l'Afrique, ce n'est pas uniquement quelque chose qui est basé sur l'humanitaire. Ce que l'on doit y faire, c'est l'humanitaire. Non. Aujourd'hui, l'Afrique, elle ne veut plus entendre parler de l'humanitaire. Ce n'est pas un mot qui correspond à l'avenir. Mais l'Afrique aujourd'hui, c'est quels sont les projets de développement et comment cette diaspora peut aujourd'hui conduire des projets de développement et qui n'ont plus rien à voir avec l'humanitaire. Et ces projets de développement, c'est une part d'africanité, mais c'est en même temps une part de fierté. Et quand on regarde par exemple ce qui se passe dans la mode pour l'Afrique, quand on voit tous ces jeunes Africains qui portent les couleurs de la mode, qui ont réussi à créer des business, ont fait que finalement l'Afrique est sans doute devenue le continent de la mode de demain. Et il y a des exemples magnifiques qui montrent que des entreprises ont compris que l'Afrique était à la fois le pays des ressources naturelles, par exemple pour cette industrie, et en même temps le pays où il y a la possibilité de fabriquer. Et la chaîne, finalement, localement établie, est économiquement plus intéressante, puisqu'on évite les transports pour fabriquer, etc. Il y a une main-d'œuvre qui est quand même, somme toute, moins chère que celle de l'Europe, et qui n'a rien à envier à la main-d'œuvre de l'Asie. Donc là, il y a un vrai exemple de ce qu'est ce développement économique possible. Et en même temps, ce développement économique possible, il peut être accompagné d'un Made in Africa. C'est quelque chose qu'on n'entend pas. Et ce Made in Africa, il est indispensable, comme on a un Made in France, ou comme on a un Made in Europe, ou un Made in China. Mais le Made in Africa, moi je ne l'entends pas, je ne le vois pas. Et puis, il y a un autre truc qui est magique pour l'Afrique, je trouve. C'est que finalement, son développement économique aujourd'hui, on dit qu'il correspond globalement à ce qu'était la Chine de la fin des années 80. C'est-à-dire avec une classe moyenne qui est en train de prendre un véritable pouvoir
et donc avec un accès à l'information, à la communication qui est très nouveau. Et donc toute cette nouvelle classe moyenne qui voyage en plus, qui a des repères, qui a une appétence pour les moyens de communication modernes, c'est aussi que notre société est une société qui se base sur des valeurs inspirationnelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne consomme plus comme on consommait avant. On consomme en ayant des notions de bien-être, des notions de respect, des notions de lutte contre toute forme de discrimination. On consomme en étant mondialisé. Le lundi, on mange chinois, le mardi, italien, le mercredi, japonais, etc., etc. Même la consommation des Occidentaux a changé. On a une façon de voyager, de se loger, de se transporter. La mobilité n'a plus rien à voir. On a gommé un petit peu les marques au profit des valeurs. Et ce qui est donc une chance pour le continent africain et pour les industriels africains, c'est qu'ils peuvent construire leur marque sur une notion inspirationnelle et non pas sur une notion de marque classique telle qu'on l'a connue en Occident dans les années 90, au moment où la marque a supplanté le produit. Et puis l'autre chose qui est fantastique, c'est qu'aujourd'hui la mondialisation fait que nous travaillons d'une façon transversale entre les communautés, et je crois que cette façon de travailler entre les communautés est un véritable enjeu pour lutter contre le communautarisme. Parce que finalement, le communautarisme, c'est ni plus ni moins qu'un frein. Évoquer la question des différentes identités sur le continent africain et dans chaque pays où il y a plusieurs ethnies, etc. Et je disais, mais finalement, est-ce que c'est bon l'obligation, je crois, de trouver d'autres solutions pour rassembler? Eh bien, c'est sans doute la même chose sur le continent africain, c'est que chacune des ethnies ne doit pas se comporter face à une autre ethnie, mais effectivement travailler dans un sens commun, celui du pays et bien entendu celui du continent. Voilà ce que je pense aujourd'hui de la nécessité de ce développement économique sur le territoire africain. Je crois que travailler, ne pas se comparer à ce qui a été fait sur le continent européen, par exemple, ou américain. Et puis, s'agissant de la notion du temps, c'est vrai qu'effectivement, j'ai eu quelques expériences où la notion du temps, où j'ai appris que la notion du temps n'était pas la même. Alors, moi, je suis toujours quelqu'un en retard, donc j'avoue que je dois avoir quelques gènes d'Afrique qui m'aident, mais il y a être en retard et en retard. Et dernièrement, je visitais l'exposition Oscar Wilde au Petit Palais, et ce qui m'a amusé, c'était cette citation, même qu'on s'efforce de respecter le planning, parce que pendant ce temps-là, eh bien, les Chinois, eux, bossent sans s'arrêter. Et c'est juste, là pour le coup, un vrai coup de pied au derrière que nous pouvons avoir. Merci. De la communication de M. de Valécourt. Vous voulez prendre la parole le premier? Oui, s'il vous plaît. Bah, allez. Oui. Présentez-vous, monsieur. Merci. Donc, moi, je m'appelle l'Europe par la révolution agricole, la Chine par le textile. Est-ce que, selon vous, quelle est la voie de développement de l'Afrique dans les 20 prochaines années? S'il vous plaît. Merci.